Le producteur, c'est le premier spectateur. C'est le premier spectateur d'un film, mais c'est le spectateur à toutes les phases de fabrication du film. C'est-à-dire qu'il est le premier spectateur peut-être parfois de l'idée même, de dire tiens, j'aimerais bien voir ça, et d'en parler à un réalisateur, enfin d'aller chercher un auteur-réalisateur qui aimerait travailler sur cette idée. Après, c'est le premier spectateur quand il lit le scénario, il dit là j'y crois pas trop, ou là j'aimerais autre chose, ou là voilà, il est en demande de quelque chose, donc il est le premier lecteur, mais du coup le premier spectateur. Et à chaque phase du film, c'est ça. Après, il a un autre rôle évidemment qui est celui de travailler sur le financement du film, etc. Et donc il est le premier spectateur qui a déjà vu le film et qui va le vendre. Un producteur, par définition, est dans l'ombre. Il ne s'expose pas, mais il y a une étape dans la fabrication d'un film où il doit être, à mon avis, le plus discret et le moins interventionniste, c'est le tournage. Paradoxalement, on s'imagine toujours qu'un producteur va intervenir sur le tournage ou qu'il a une place. Non. Sur le tournage, je m'ennuie, je suis avec le stagiaire régie, je mange des cacahuètes et je dis bonjour et au revoir à tout le monde et je regarde le train filer et le film se faire. Mais je n'ai pas à intervenir, le patron c'est le réalisateur. Toi tu m'as bien dit que t'avais un frère. Excusez mon retard, j'étais parti sur Orly, mais ça c'est l'habitude du Club Med. Alors voilà la bête, la belle. Le producteur a un rôle très fort et très important du moment où l'idée germe jusqu'à la toute fin du film, où le film est projeté, disons, dans les pays étrangers. Et tout ce parcours-là, les deux seules personnes qui sont vraiment les plus concernées par le film, c'est le réalisateur et le producteur. Et c'est pour ça que ce couple est très important. Évidemment, le producteur ne peut rien faire sans le réalisateur, mais moi je pense vraiment que c'est très très important pour un réalisateur d'avoir un producteur avec qui il se sent en confiance, parce que c'est un parcours du combattant, et quand on est deux, quand on se répartit les tâches comme c'est nécessaire et comme c'est naturel, on est évidemment beaucoup plus fort et plus complet. On ne peut rien commander, on ne peut rien exiger, il faut tout obtenir. C'est vraiment la définition. Et que c'est basé sur un partenariat très étroit, mais vraiment complet, fraternel, avec le metteur en scène. Et qu'on est au service du metteur en scène, et pas l'inverse. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, beaucoup de producteurs se retournent vers le metteur en scène en disant « Écoute, on a des problèmes de financement, est-ce que tu peux pas faire en une semaine de moins, ou est-ce que tu peux pas engager un autre acteur qui est moins cher, etc. » Et qu'il faut jamais faire ça, parce qu'il faut préserver l'écran, ce qui est sur l'écran, et aider le metteur en scène à faire le film qu'il veut, être bien d'accord sur le fond, et à ce moment-là, il faut torturer tout le monde avant de se tourner vers le metteur en scène pour qu'il réduise les besoins qu'il a pour son film. Parce qu'il faut protéger le film le plus réussi possible. Parce qu'un film raté, ça sert à rien. Je me suis totalement investi dans mon métier. J'y ai mis le meilleur de moi-même. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, vous ne valez plus rien. Je pense qu'un bon producteur doit être curieux, mais peut-être qu'on peut être aussi un bon producteur sans être curieux. Je pense qu'un bon producteur doit aimer le cinéma, mais je connais des producteurs qui vont jamais au cinéma. Je pense qu'un bon producteur doit être sensible à l'art qu'est le cinéma, doit être sensible à l'artistique, à cette dimension-là. Il y a des producteurs qui sont des monteurs d'affaires, et ils vont pour autant produire des très bons films. Donc, ce que je voudrais faire passer là, à travers votre question, dans ma réponse, c'est il y a tellement de façons de produire, il y a tellement de personnalités entre les différents producteurs de tous les pays. Un producteur japonais a plein de points communs avec un producteur américain ou européen, et il y a aussi beaucoup de différences. Et entre nous, on a beaucoup de différences. Mais bon, les miennes, celles de ceux qui font ce métier à peu près comme moi, les Pascal Cocheteux, les Alain Attal, les frères Altmeyer, Édouard Veil, des gens comme ça, les Fidélités, ces producteurs-là, on a en commun la curiosité, l'amour du cinéma,
le goût de l'aventure, le goût du risque. Il y a des producteurs qui l'ont plus que d'autres. Hein. Thomas, par exemple, Langman est probablement un des derniers nababs, comme l'a dit Jean Dujardin, lorsqu'il a eu son prix à Cannes. Il a dit « Thomas, t'es probablement un des derniers nababs, fils de son père qu'il est. » Et c'est bien vrai. Donc il a des qualités que moi je n'ai pas, par exemple, Thomas. Mais pour autant, ça ne nous empêche pas, je pense, d'être deux bons producteurs tous les deux, et les autres dont j'ai cité tout à l'heure. Il y a un élément quand même positif dans la production en France, c'est que elle intègre, elle part d'abord de la volonté d'un auteur de raconter une histoire, et elle essaie quand même d'intégrer de plus en plus la logique du marché et du public surtout. Voilà. Alors après, c'est ça qui différencie un producteur par rapport à un autre, c'est quelle synthèse il fait, quelle cohérence il cherche à trouver. Voilà. Donc j'ai l'impression que ces questions se posent de manière plus assumée maintenant. Voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, quand vous regardez le générique d'un film, il y a 15 producteurs. En France, il y en a 1 ou 2 ou 3 exceptionnellement. Donc c'est simplement le même terme ne désigne pas le même métier. C'est pour ça qu'il faut regarder dans un dictionnaire d'anglais des producteurs. C'est pas du tout le même travail. Aux États-Unis, vous êtes crédité producteur à partir du moment où vous mettez $10 000 dans un film. Maintenant, le producteur qui est à l'initiative du projet, qui en garantit la bonne fin, qui est la définition du producteur français, ce métier-là n'existe pas aux États-Unis, parce que les producteurs, la plupart du temps, produisent pour les studios. Je voulais vous voir pour le 114. J'ai embrassé quelqu'un. Quoi? Mais qui ça? Je sais pas. Mais pour le 114, on verra plus tard. Plus tard, d'accord? Les techniciens sont une composante extrêmement importante et déterminante de la réussite artistique d'un film. Donc évidemment, leur choix est important, leur choix m'intéresse, mais de manière générale, l'usage est quand même que le réalisateur choisisse les techniciens avec lesquels il a envie de travailler. Dans certains cas, et en particulier dans le cas des premiers films, ou dans le cas de films à l'étranger où il faut proposer des techniciens français, à ce moment-là, le producteur peut proposer, il doit d'ailleurs provoquer des rencontres, dire au réalisateur « Tiens, j'aimerais bien te présenter un tel que je trouve formidable, qui a travaillé avec moi sur tel film précédent. » Et donc, le choix des techniciens se fait par le réalisateur, avec l'aval du producteur, et quelquefois avec grâce au conseil et l'intermédiaire du producteur. Maintenant, il y a évidemment des chefs de poste avec lesquels la collaboration est beaucoup plus intense en amont, en particulier évidemment toute la régie et la production, la déco, le créateur des décors, le chef déco, a une responsabilité très importante, à la fois artistique et budgétaire dans le film, donc c'est évidemment des postes et des chefs de poste avec lesquels on parle beaucoup. La lumière aussi, le premier assistant, tous les chefs de poste en fait sont des interlocuteurs très importants dans l'élaboration d'un film et d'un budget. Mais de la même façon, après, avec le chef monteur, qui est un collaborateur extrêmement privilégié à la fois du réalisateur et du producteur, le mixeur qui va mettre le film en son, tous ces gens ont un rapport très proche avec le film et donc avec le producteur. Mais en même temps, le patron de ces gens-là, c'est le réalisateur. Nous, on attend d'un réalisateur qui puisse justement exprimer et faire comprendre son point de vue chez ses principaux collaborateurs. Je salue la France qui se lève tôt et qui ne demande pas de subvention. Ici, on n'arrête pas de supprimer des emplois, alors assez de baratin. T'as vu le petit con, là? Mais il faut pas mettre des gars comme ça dans les premiers rangs, hein. Faut vraiment que tu dépoussières la politique, que tu les ringardises. Faut qu'on montre qu'on n'a rien à cacher. Tu as raison, ma chérie, la transparence, c'est rien de mieux. J'ai une estime profonde pour les techniciens. Vous savez, Cocteau raconte dans une partie de ses mémoires, quand il tournait son premier film et son deuxième film, je pense que c'était Orphée justement,
vous l'avez là, le testament d'Orphée, que lorsqu'il avait terminé une prise, il ne regardait pas les comédiens, il regardait les techniciens et les ouvriers. Et souvent, qui relevaient le pouls et savaient que c'était bon. Je trouve qu'en France, et c'est aussi, si vous voulez, une des critiques que je formule à la critique, c'est qu'on ne se rend pas compte de la qualité exceptionnelle des techniciens et des ouvriers français, qui est, je vous l'ai dit, franchement, les meilleurs du monde. C'est indubitable. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait un premier film, c'est 10 jours en or, et j'ai fait ensuite le film de René. Le film de René, je l'ai commencé une semaine avant, et l'autre film, je l'ai commencé une semaine après. Et je suis allé sur le tournage. Et donc, c'était deux équipes extrêmement différentes, puisque c'était l'équipe d'Alain René avec Éric Gauthier, avec Jacques Saunier, avec des gens qui avaient une expérience beaucoup plus grande. Et l'autre, c'était une plus jeune équipe et tout. Eh bien, il n'y avait aucune différence. C'était la même passion, c'était la même ambiance, c'était les mêmes coups d'œil, c'était la même solidarité. C'est là où je me dis, je suis un jeune homme. Vous savez, je vais peut-être vous paraître ridicule, mais je suis le genre de personne convaincue qu'il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. Le pire, c'est que je suis sûre que ça marche, tes conneries. Si tu cherches l'autre, elle est dans ma chambre, la 12. Elle est à toi? Moi, j'ai des techniciennes qui sont devenues des amis. Je suis parfois peut-être même plus proche de certains techniciens que de certains acteurs. Ou voilà. Non, après, on est effectivement dans un système où on est forcément vécu en tant que producteur comme le patron. Donc... alors bon, lorsqu'on est salarié, il y a plusieurs façons de concevoir les choses. On peut considérer que puisqu'on est salarié, le patron est forcément un ennemi. Le patron peut considérer qu'un salarié, c'est forcément quelqu'un qui vous en veut et qui est un ennemi. Moi, j'ai une autre conception des rapports humains et des rapports sociaux. L'important, c'est à chaque fois d'essayer d'avoir un rapport avec eux en amont pour leur faire comprendre quel film on va faire et dans quelle économie le film va se faire. Parce qu'on ne peut pas payer les techniciens, c'est ça qui est très important à savoir, de la même façon sur un film à 3 millions ou à 2 millions d'euros, un film à 13 millions d'euros. Forcément, les talents vont jouer le jeu. Nous, on modélise aussi notre rémunération, les fournisseurs, le temps de tournage. Donc la rémunération des techniciens doit être forcément assise sur le budget d'un film. Donc c'est un vrai débat, on l'a régulièrement avec les syndicats. En général, quand on produit un film et quand on a des rapports en direct avec les techniciens, ça se passe bien, qu'on peut leur expliquer que leur niveau de rémunération est un peu plus faible, mais qu'ils peuvent être compensés sur les recettes si ça marche, et donc ils ont un intéressement aux recettes. Il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres, notamment dans des périodes où il y a des grèves ou des questions sociales qui se passent. Il se trouve que moi j'ai produit un film en 2003 qui s'appelait Tout le plaisir est pour moi. 2003, c'est l'année où il y a eu les grandes grèves, où le Festival d'Avignon a été annulé. Tous les jours, on faisait une AG pour expliquer le métier de producteur. Il se trouve que c'était un film qui était à moins 20% du tarif officiel. Donc c'était des discussions. Et on a fait le film en bonne intelligence et toujours dans un grand respect des uns et des autres. Moi, j'aime bien expliquer la réalité du métier. En général, j'explique aussi les conditions de financement du film, si on me le demande. Et j'essaie d'avoir la plus grande transparence avec les gens. Voilà. Et je crois que ça s'est toujours bien passé. Parce qu'il y a une grande... Enfin, encore une fois, on jette des fleurs là, mais en tous les cas, un souci de dialogue et une grande sincérité dans le rapport avec l'ensemble de l'équipe. Et je pense aussi à un grand respect pour le travail de chacun. C'est la tradition depuis la nuit des temps. Les hommes doivent faire venir l'eau au village, comme d'autres l'ont fait tout près d'ici. Pourquoi elles veulent plus aller chercher de l'eau à la fontaine? C'est la chaleur. Le soleil leur a encore tapé sur la tête. Et comment vas-tu les convaincre? J'aimerais bien savoir. On fera la grève de l'amour. Pour avoir tourné un film en Angleterre, le Vipère au point, quand vous avez un exemple un jour sur plateau, puis je vois un technicien qui arrive avec un électricien, donc un électro anglais qui arrive avec un mât, et qui va pour le poser, et pof, il y a une gueuse à cet endroit-là. Et la gueuse, c'est une gueuse des stunts, c'est des machinaux, et donc il ne peut pas la déplacer.
Et donc il appelle son chef, son sous-chef, qui appelle son chef, qui va parler au chef des machinaux, qui va faire redescendre l'information, et à ce moment-là, il y a un machinot qui arrive et qui vient prendre la gueuse, qui la déplace, et l'autre, il peut enfin placer son mât et mettre sa gueuse dessus, sa propre gueuse à lui dessus. Donc en France, on a une responsabilisation qui est beaucoup plus grande des choses. Et qui fait qu'il y a une polyvalence. Évidemment, c'est un peu caricatural ce que je viens de, mais c'est une réalité. Mais c'est vrai pour plein de choses, c'est-à-dire que finalement, on a c'est pas que tout le monde se mêle de tout, mais tout le monde a conscience du travail de tout le monde, quoi. Si les techniciens français, globalement, enfin, dans leur immense majorité, sont très compétents, c'est parce que le cinéma français se porte bien. C'est-à-dire que bon, on produit quand même beaucoup de films par rapport à d'autres pays, et donc c'est cette diversité, des films parfois à gros budget, parfois à petit budget. Les deux sont formateurs, parce que évidemment, avec un film à très gros budget, on peut tenter des choses que nous offrent les moyens. Avec des films parfois à petit budget, il faut faire preuve d'une ingéniosité, il faut contourner les choses. Donc je pense que c'est formateur à tous les niveaux. Donc je pense qu'il y a un tissu très compétent de techniciens français et qu'il faut le préserver, le maintenir. Pour ça suppose qu'on continue à avoir une production diversifiée. Je pense aussi qu'il faut qu'on se préoccupe de la formation des plus jeunes. Donc qu'on continue à avoir des stagiaires sur les films, parce que c'est comme ça, c'est en commençant comme stagiaire que les gens se forment. Excusez-moi, ça fait plusieurs fois que je vois dans le quartier. Je suis agent, je m'appelle Alex Ducasse. Je suis pas mannequin, mais ça m'intéresse. Ça se passe comment? Écoute, si je m'occupe de toi, je vais te mettre sur le marché de la beauté, d'accord? Avec moi, tu peux devenir une star. Il y a un sujet où quelquefois on tourne à l'étranger parce qu'on est obligé de tourner à l'étranger. Quand je fais un film libanais de Nadine Labaki qui est censé se passer au Liban, je tourne au Liban. Je ne me pose pas la question, c'est évident et c'est logique. Donc quand je produis des films étrangers, je tourne à l'étranger et en général on post-produit en France, mais c'est normal de travailler à l'étranger. Ça, ou quand le sujet du film, même si le film est français, nécessite, quand une partie du film se passe en Italie, forcément on va tourner en Italie, c'est normal. Ça, ça ne s'appelle pas des délocalisations, ça s'appelle tourner à l'étranger pour des raisons artistiques. Après, il y a l'autre sujet, qui effectivement est un vrai sujet compliqué, c'est que il nous arrive, nous producteurs français, de considérer que c'est plus intéressant financièrement d'aller tourner à l'étranger parce que c'est moins cher. Et qu'est-ce qui est moins cher? La masse salariale et les charges sociales. Et aussi les défraiements, les décors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être moins chères. Et donc on a intérêt, pour arriver à financer notre film et pour arriver à rester dans notre budget, à aller tourner à l'étranger. Je vous donnais l'exemple de Philibert, c'est un bon exemple. C'est un film de reconstitution, un film d'époque, avec un choix revendiqué de construction en studio très technicolor, c'est-à-dire du studio qui se voit d'une certaine façon à la manière des films américains des années 50. Donc ça, c'était vraiment dans le cahier des charges artistiques du film. Et c'est bien simple, si on a budgété le film en France et on l'a budgété là où on l'a tourné, à Prague, et la différence, elle était de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu financer si on avait dû le tourner en France. À 17 ans, non, on n'est pas sérieux. On rêve. Et on a une énergie de dingue. Et personne ne peut rien contre ça. Je pense que dans 10 ans, le métier de producteur sera très différent de ce qu'il est aujourd'hui, par obligation, je dirais. Le système dans lequel on fonctionne actuellement pour le cinéma, où la salle occupe la place centrale, est en train de devenir périmé. Pour une raison simple, c'est que la montée en puissance du cinéma commercial, et il n'y a aucune connotation péjorative dans ce terme pour moi, fait qu'il y a de moins en moins de place dans les salles pour un cinéma plus pointu, un cinéma d'auteur, un cinéma qui
qui essayent d'explorer d'autres façons de raconter des histoires. Et à partir du moment où l'accès à ces salles est bloqué parce que du coup il faut faire de la place pour les films plus commerciaux, il a de plus en plus de mal à toucher un public, il a de plus en plus de mal à se faire connaître, et tout le système de la chronologie des médias en particulier qui est centré autour de la sortie salle est en train de devenir obsolète. L'autre phénomène, c'est que les habitudes du public changent de manière considérable, et surtout le public jeune, et où le public s'habitue de plus en plus à regarder les films sur des plateformes mobiles, sur des iPads, sur des consoles de jeux, sur les téléphones portables, sur les ordinateurs. L'écran de la salle de cinéma continue d'être perçu comme la plus belle manière et la meilleure manière de voir un film, parce qu'on sait bien que c'est pas la même chose, mais pour des raisons économique parce que le cinéma est devenu une sortie chère, pour des raisons de gestion de son emploi du temps privé et de son temps de loisir, on ne considère plus que il faut absolument aller au cinéma pour voir les films. On a plein d'autres manières de voir les films, de la même manière que on regarde les séries de télévision en streaming, par exemple. Donc la préoccupation des producteurs va être de plus en plus d'arriver à trouver des moyens de compenser leur perte d'existence sur le marché traditionnel qui, lui, va continuer d'être occupé par les gros films, qui expulsent en dehors du marché les petits films, les films d'auteur, et ces petits films vont devoir trouver d'autres alternatives financières et économiques, mais aussi créatives.